Ça fait environ une semaine que l'entrevue de Tout le monde en parle est sortie avec Mathieu Bock-Côté qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde s'en est allé à une analyse de Mathieu Bock-Côté, de l'émission, comment ça s'est passé. Et ce que ça a fait, malheureusement, c'est que ça a augmenté évidemment la division sociale, le clan de la droite et le clan de la gauche, bien évidemment. Donc, ça a continué à se répandre sur Internet, les influenceurs de la droite et de la gauche. Donc, il y a eu toutes sortes d'interprétations de cette émission-là. Pour ceux qui sont en Europe, l'émission Tout le monde en parle, animée par Guy Lepage, c'est une émission qui, je dirais, là, qui fait partie vraiment de notre culture et qui est une espèce de réunion hebdomadaire sur les événements importants de la semaine. Et le concept ne vous est pas étranger pour ceux et celles qui sont en Europe. Et c'est une émission qui est très populaire au Québec et que beaucoup de gens attendent. Et autant au Canada, au Québec qu'en Europe, on dit: «Guillaume, as-tu vu cette entrevue-là? Qu'est-ce que tu en penses sur le plan de la psychologie de la communication? Qu'est-ce qui s'est passé là?» Et je suis beaucoup moins au courant de ce qui se passe, au Québec, au Canada depuis quelques années, mais j'avoue que cet événement-là m'a presque couru après et aussi, ben, ça parle de communication et de psychologie, donc à quelque part, c'est un sujet d'intérêt pour moi. Par contre, j'ai hésité avant de faire cette vidéo-là parce que je suis de moins en moins intéressé à me prononcer sur des éléments de type politique. Pour la simple et bonne raison que je n'en vois pas la pertinence et que de toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça augmente la polarisation. Et je ne favorise pas la polarisation, la division sociale. Donc, même si j'ai certaines opinions, et même si tu les déballes ou tu les expliques le mieux possible, quand tu mets ça dans les médias, tu mets ça dans les médias sociaux, ça va créer de la division et je crois qu'il y a des sujets qui n'en vaut pas la chandelle. Par contre, je pense que la vision que je vais vous proposer aujourd'hui, l'analyse de Mathieu Bock-Côté, à Tout le monde en parle, est une analyse qu'on n'a pas faite encore, qui est plus basée sur les habiletés de communication, stratégie de communication, psychologie de la communication. Et donc, je ne mettrai pas l'emphase sur l'aspect politique et je ne reviendrai pas sur des choses qui ont déjà été dites, comme par exemple que Mathieu Bock-Côté a complètement démoli l'audience et personne n'était capable de lui répondre. Je pense que c'est évident, c'est vrai, oui, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit intéressant. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une entrevue comme ça? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de Mathieu Bock-Côté? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de la dynamique qui s'est passée dans cette émission-là? Ça, je trouve ça intéressant. Et l'objectif, c'est d'ouvrir quelque chose vers des solutions, quelque chose qui est plus, je dirais, positif. Donc, allons-y, on écoute ça. Les chroniqueurs, vous intervenez dans divers médias ici au Québec et en France. Je vous lance un défi. J'ai 15 questions, on a 15 minutes. Ah oui, d'accord. Et vous n'avez pas le droit de commencer vos réponses par certes, en somme et soyons sérieux. Soyons sérieux. OK, alors, déjà là, Mathieu Bock-Côté, quand il arrive sur un plateau, OK, il y a comme une espèce d'association, Mathieu Bock-Côté, avec la droite. Donc, on sait qu'il va parler de choses un peu plus de la droite. Et on sait aussi que le plateau, tout le monde en parle, l'émission de Radio-Canada, c'est plus de gauche. Donc, on sait ça. Il n'y a pas de grandes nouvelles là-dedans. On sait qu'il y a une certaine opposition là-dedans. C'est une très bonne chose. Puis c'est bien correct qu'il y ait des enjeux de fond qui sont discutés. Mais maintenant, comment ça va se dérouler, cette discussion-là? Alors, on sait que Mathieu Bock-Côté, on connaît son tempérament, on sait qu'il maîtrise sa matière, on sait que ça va aller vite. Donc, déjà là, ça veut dire qu'il faut que tu t'attendes que Mathieu Bock-Côté va faire du Mathieu Bock-Côté. Et donc, là, la décision qu'il faut prendre, c'est qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Comment qu'on va embarquer dans la conversation? Pourquoi on l'écouterait juste pas les bois croisés pendant 15 minutes? Ça prend de l'interactivité, parfait. Comment c'est planifié cette interactivité-là avec Mathieu Bock-Côté? Quand je regarde l'émission, il y a pas grand-chose qui a été planifié. Donc, Mathieu Bock-Côté arrive et quand ça part, les amis. Et là, Jean-Sébastien Girard, qui est le fou du roi, le co-animateur qu'on a vu là, commence avant que Mathieu Bock-Côté avec une blague. Vous n'avez pas le droit de commencer par certes, machin, machin, machin. Premièrement, moi, j'ai rien contre personne là, sur ce plateau-là et j'ai pas de problème avec le fait de faire des blagues. Mais déjà là, ça me fait un peu peur, ça m'inquiète un peu. Parce que euh, le pattern qu'on voit souvent, c'est qu'une personne qui est bonne en humour, mais qui a peur de la conversation qui s'en vient, va vouloir ralentir la conversation et mettre un accent sur l'humour qui est sa zone de contrôle. Donc là, une blague qui va dans ce sens-là, vous n'avez pas le droit de dire ça, ha, 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 ça m'inquiète un petit peu.
parce que ça sent l'anxiété. C'est-à-dire qu'il saute sur l'occasion de garder le contrôle sur une petite période avant que le réel contenu déballe. Donc, ça sonne un peu comme ça. Je ne souhaite pas ça. Je souhaite qu'il y ait une vraie conversation et des interactions intéressantes. Mais ça, c'est un pattern qu'on voit beaucoup chez des gens qui sont forts en humour. C'est-à-dire interrompre la conversation et la dévier vers une zone de confort qui est de l'humour. On continue. Mathieu, vous venez de publier l'essai Les deux Occidents dans lequel vous prétendez que l'Occident est divisé en deux blocs. D'un côté, l'Amérique trumpienne et de l'autre, l'Europe progressiste. Vous dressez un constat qui est sombre de notre monde. Vous allez même jusqu'à dire que l'Occident a commis une forme de suicide. Est-ce que ça va si mal que ça? Je crois. C'est-à-dire, il suffit de regarder l'histoire des 30 dernières années, en quelque sorte. Parce que ce livre, c'est un peu une forme d'histoire du cycle de ce que j'appelle 1989, donc la chute du mur de Berlin. OK, bon. Alors là, on va mettre quelques éléments, je pense, intéressants sur la table ici. Mathieu Bock-Côté, il a une personnalité là, que je décrirais comme avec un neuroticisme qui est assez faible. C'est-à-dire, les émotions négatives de ce gars-là, je ne pense pas qu'il soit dans le tapis. Je pense qu'il est maximum moyen à bas. OK? Ce qui le rend extrêmement coriace au niveau des émotions négatives. Et ça prend ça pour être fort en débat. Ça prend ça pour être capable d'encaisser de la pression. Un autre trait de personnalité, je pense qu'il a une agréabilité qui est très faible. Donc, Mathieu Bock-Côté, je suspecte qu'il a une personnalité qui est de type désagréable plutôt qu'agréable ou hyper agréable. Donc, c'est un des deuxièmes traits de personnalité. Si tu combines un neuroticisme qui est faible, donc peu d'émotions négatives avec beaucoup de désagréabilité, ça te donne une coquille contre n'importe quelle attaque ou opinion divergente ou le rejet interpersonnel. Ça te rend extrêmement coriace et ça te rend extrêmement fort en période d'opposition. Donc, si tu vas aller dans des grands débats, si tu vas aller débattre comme ça, le fait d'avoir des émotions négatives basses, plus désagréables, ça aide. On ajoute à ça, je pense qu'il y a une extraversion qui est élevée. Donc, il est capable de s'affirmer, il est capable de comprendre les systèmes hiérarchiques. Et je pense que ça l'aide énormément. Quand on additionne l'extraversion avec les deux autres traits de personnalité, ça en fait un moulin à parole extrêmement redoutable. Mais la question, c'est quelle parole? Parce qu'il y a des gens qui babillent sans arrêt, que c'est des logorées sans fin, et ça a le moindre sens. Dans le cas de Mathieu Bock-Côté, ça se tient. Donc, quand il parle, il y a une structure dans ce qu'il dit. Il y a une structure du début à la fin. Et même s'il part, il est capable de calculer le temps qui lui reste. Il va être capable de récupérer la fin de son discours pour être capable de ramasser quelque chose qui a un début, qui a une fin dans une question. Puis il est capable de wrap things up, comme on dit. Donc, il sait où il s'en va. Fait qu'il est capable d'aller dans un esprit divergent, faire toutes sortes de liens, mais il est capable de calculer le fait qu'il faut que ça se ramasse, puis qu'il revienne avec un propos qui est congruent, qui tient de lui-même. Il est capable de faire ça. Je pense que c'est un gars qui est également consciencieux. C'est un gars qui est très déterminé. Quand il y a quelque chose dans la tête, ça va être très difficile de le divertir. Et donc, ça l'aide, ça, à se concentrer quand il est en période d'opposition, quand il est en période de débat, quand il y a un objectif dans la tête, il prend la question, il crée un objectif avec ça, il se crée un plan de match, puis il va dans son discours. Puis là, évidemment, il faut qu'il calcule le point d'arrivée en fonction du temps et les ressources qu'il a. Mais il est capable de structurer son texte, il est capable de structurer son discours, puis de faire son point presque à chaque fois. Donc ça prend de la conscienciosité pour être organisé comme ça. Finalement, l'ouverture, ça en prend parce qu'il y a une partie écrivaine, une partie artistique, une partie idéatrice. Donc, une personne qui a plus d'ouverture sont très forts en abstraction et l'ouverture est le seul trait qui est corrélé au quotient intellectuel. Donc, l'ouverture, ça tire dans ce qu'on appelle le facteur G. Facteur G veut dire des habiletés cognitives générales. Donc, pour être capable de débattre de sujets complexes, abstraits, de façon structurée, et d'être capable de faire son point à chaque fois, puis de manier plusieurs notions abstraites une après l'autre, puis d'être capable de concilier ça avec l'interactivité des questions, ça tire beaucoup dans l'intelligence, ça tire beaucoup dans le facteur G et ça tire dans l'ouverture. Donc, je dirais ça, c'est les traits principaux de personnalité de Mathieu Bock-Côté, ce qui en fait vraiment un débatteur hyper redoutable. Donc, c'est sûr que s'il se pointe dans un show, puis tu as les autres invités qui n'ont pas ces traits-là, qui n'ont pas la préparation, je vais en parler tantôt, puis se retrouvent devant Mathieu Bock-Côté, je vais vous le dire, automatiquement, tu as une anxiété qui va monter dans le plateau complet, qui va se transformer en ce qu'on va appeler de l'inhibition. Évidemment, les gens sur le plateau vont essayer de comme reprendre un peu le contrôle, faire des tentatives, mais en vain.
parce que ça n'a pas fonctionné, puis on va aller les décrire un petit peu plus. Donc, pour être capable de débattre avec une machine comme Mathieu Bock-Côté, ça prend des traits de personnalité qui vont aider, ça c'est sûr, mais il faut que tu maîtrises ta matière sur le bout de tes doigts. Et évidemment, il faut que tu sois rapide intellectuellement parce que ça va trop vite. Et déjà là, il est déjà parti, OK? Puis je vais le faire aller encore un petit peu. Tu lui donnes une question, c'est une fusée. Chaque question, il part, il lance une fusée. Fait que si toi, tu n'es pas capable d'être une fusée puis partir en même temps que lui, tu te fais griller une toast pendant ce temps-là, vous n'êtes pas sur la même planète pantoute, vous n'êtes pas sur la même tâche du tout. Donc là, il vient de partir. Là, on voit tout le plateau faire. Parce que là, on est là, on fait tourner sa toast puis on regarde où est-ce qu'il s'en va. On n'est pas là avec lui encore. OK? Est-ce une mauvaise chose? Ben, je vais vous parler un petit peu de ma conclusion de ce que j'aurais aimé voir dans cette émission-là. L'effondrement de l'Union soviétique, le monde qui se construit à partir de là. Et le monde qui se construit, on nous dit, on va faire tomber les frontières. On va passer de la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. On va chercher à encadrer la liberté d'expression de telle manière qu'on va interdire de plus en plus de propos. On va chercher à construire... Il y a plein de belles choses que j'aime de Mathieu Bock-Côté, puis encore là, c'est pas une question politique, c'est une question de com. C'est une question de, veux-tu faire ta place dans une conversation, oui ou pas? Donc, il a fait sa place. Donc, il y a plein de choses qu'il fait de bien. Petite chose que j'aime moins de Mathieu Bock-Côté, c'est qu'il y a des idées, il y a une structure de pensée, il y a des messages, puis ça, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde doit être capable de matérialiser ses idées, s'exprimer clairement. Mais une chose qu'on veut, c'est un impact qui est positif. C'est pas seulement de prendre de la place. Et Mathieu, je pense qu'il est encore dans un archétype, je dirais, là, de guerrier. C'est-à-dire qu'il part, il s'en va à la guerre. Je dis pas qu'il se sent comme ça, mais je dis qu'on est envahi de ce qu'il dit, mais on ne peut pas toujours profiter des bons éléments qu'il veut dire, puis que ça se laisse déposer, puis qu'on puisse interagir avec. Quand ça part, ça part. Et l'autre chose qui va dans ce sens-là, c'est qu'il souligne un peu tout, et tout est sur le même ton. Donc, idéalement, quand tu veux exprimer un point, il va y avoir des espèces de fluctuations tonales, il va y avoir de l'espace, il va y avoir des silences, tu vas ralentir certaines choses. Tu n'iras pas toujours à la même vitesse. Mathieu Bock-Côté, il y a une vitesse, c'est all out, c'est parti. Et non seulement c'est all out avec une vitesse qui est X, qui est assez rapide, mais il va souligner la plupart de son contenu avec des gestes. C'est un problème? C'est pas un problème. C'est juste que ça fait un gros loading sur le plan de l'extraversion. Et ça, malheureusement, ça peut occulter son propos ou la pertinence de ce qu'il veut dire parce qu'on est juste comme lui puis son mourlant à parole, puis il veut dire plein d'affaires en même temps, puis c'est qu'on se sert de cette surcharge-là pour éviter son propos. Donc, c'est une des choses qui peut être un inconvénient avec une introversion à ce niveau-là, avec une vivacité d'esprit, puis la rapidité de son propos, plus le fait qu'il souligne tout en même temps avec un ton égal, une vitesse égale, puis le fait de faire des gestes qui soulignent tout également. Un monde qui, au nom de la saine diversité, va de plus en plus condamner les peuples à l'étouffement identitaire. Mais ce monde, aujourd'hui, fait faillite, on le voit. Vous voyez, c'est le silence total dans le studio. C'est comme... Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre l'étoile filante qui part, là. Donc, c'est très dur de savoir où est-ce qu'on va interagir là-dedans. Puis ça, ce n'est que le début, là. L'autre chose, c'est que si on regarde objectivement, ses propos se tiennent. Ça s'éparpille très, très peu. Il y a beaucoup de stock, oui, il y a beaucoup de stock. Mais les points font du sens. On est proche du common sense un petit peu. Ce qui fait en sorte que c'est comme, OK, parfait. Je vois pas par quelle émotion négative j'y sauterais d'en face immédiatement. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on est d'accord sur tout puis qu'il n'y a pas matière à discussion, absolument loin de là, et je vais y venir. Mais pour l'instant, c'est très difficile d'embarquer. On voit Stéphane Rousseau qui est confortablement à côté sur sa main. Guy Lepage, c'est pas tout à fait la même chose. Il a l'autorité sur le show. Lui, il s'enligne sur ses 15 questions. Fait qu'il a toujours sa sécurité sur le follow-up. Les autres sont un peu dans le noir. Si tu veux faire une intervention, it's on you. Puis t'es mieux de faire une intervention, puis tu peux pas avoir l'air fou après. Parce que tu sais que c'est déjà arrivé dans le passé. Mathieu Bock-Côté s'est déjà fait, je dirais, mettre au défi par, que ce soit Danny Turcotte dans la même émission plusieurs années avant. Et si tu ne sais pas où tu t'en vas, dans l'interruption que tu vas faire, dans l'ajout que tu vas faire, si tu n'as pas de structure, puis c'est juste basé sur l'impulsivité, Mathieu Bock-Côté va te manger en 2 secondes parce il va le voir tout de suite, puis là, il le fait souvent. C'est qu'est-ce que tu veux dire par là, je te suis pas. Donc, Mathieu Bock-Côté, il a une capacité à essayer de ne pas mentir. Si je comprends rien de quoi tu parles, il va dire, excusez-moi, je comprends rien de quoi vous parlez. Puis si je comprends, parfait, puis il va répondre. Mais
il fait pas semblant. C'est comme, je comprends rien de ton propos, tu vas l'assumer. Puis là, c'est à toi à assumer ton propos. Donc, tu peux pas simplement aller dans la conversation sans aucun plan, sans aucune opinion, sans propos qui est clair. Ça te prend ça. Et ce que je cherche à raconter, c'est de quelle manière, comme il y a eu au 20e siècle 2 Allemagnes, il y a aujourd'hui 2 Occidents, c'est-à-dire des 2 côtés de l'Atlantique, 2 conceptions très différentes de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce que veut dire être occidental aujourd'hui. Vous soutenez que Donald Trump a fédéré les Américains en colère contre la mondialisation économique, l'immigration et les élites bien pensantes. Les mêmes sujets sur lesquels vous chroniquez souvent. Êtes-vous trumpiste à vos heures? Non, je suis québécois d'abord et avant tout, et comme tout Québécois, je me méfie de l'Empire au sud de la frontière, qui tend à considérer les 2 pays qui sont au nord, le Canada et le Québec, comme finalement des espèces d'entités secondaires qu'on peut piétiner. Donc, je n'ai aucune sympathie en tant que telle pour le personnage. Ensuite, je pense qu'on doit comprendre ce qui s'est joué là. Parce qu'une trop grande partie du commentariat aujourd'hui, des 2 côtés de l'Atlantique d'ailleurs, se contente de dire Trump méchant, Trump pas gentil, Trump pas fin, sans chercher à comprendre ce qui s'est exprimé à travers lui, à travers ce personnage ubuesque, brutal, grotesque. Mais il y a quelque chose qui s'est exprimé à travers lui, un désir d'enracinement, une critique d'élite déréglée, je le pense aussi, un appel à un retour à la nation, un retour aux frontières, un retour aux identités. Et le personnage lui-même ne doit pas faire écran sur les tendances lourdes qu'il a canalisées. Parce que ça vous déplaît pas, ça? Le retour aux identités nationales, ça ne me déplaît pas. J'espère que non. Le retour à une certaine maîtrise des frontières, je pense que c'est une bonne chose. Le fait de déconstruire le politiquement correct, qui fait en sorte que pendant quelques années quand même, ça a duré un bon moment, si vous affirmiez par exemple que jamais un homme ne pourra accoucher, eh bien vous étiez transphobe. Le simple fait d'aujourd'hui remettre en question cette espèce de discours obligatoire politiquement correct, je pense que c'est une bonne chose de le déconstruire. Ensuite, je suis très heureux de voir qu'au Québec, on puisse le faire d'autres manières. OK. On continue. Vous comparez l'Union européenne à l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un regroupement d'États totalitaires, un régime répressif qui a fait des millions de morts. Quel rapprochement vous faites avec l'Union européenne? Alors, regardez comme c'est intéressant. Guy Lepage formule des questions qui, évidemment, viennent challenger l'invité. C'est ça sa job, c'est bien correct. Mais pour Mathieu Bock-Côté, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Donc, son ego, ses émotions ne sont pas à l'avant-plan ici. C'est le propos intellectuel qui compte. Ce sont les arguments rationnels qui comptent. Et donc, c'est armé de ça qu'il vient débattre. Donc, si toi, tu viens discuter avec lui, mais toi, tu n'es pas équipé sur le plan des connaissances, tu n'es pas équipé sur le plan du rationnel, des éléments rationnels qui sous-tendent la question dont il va être question, bien, tout ce que tu vas avoir, c'est ton impulsivité, ton ego, tes émotions négatives, ta volonté de te défendre, et automatiquement, tu te campes dans une position de victime et de défense, ce qui est le cas dans le plateau actuellement. Dans le plateau présentement, on ne sent pas la capacité de poursuivre intellectuellement le débat. On sent que ça bouille tranquillement. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a pas d'intervention. Et ce qu'on va voir tantôt, c'est que les premières interventions sont des interventions de type émotionnel, de type « Oui, mais ça, c'est pas gentil. Oui, mais ça, c'est gentil. » C'est pas de ça dont il est question. Puis on n'est pas dans ce niveau-là de discours. On est supposé aller bien plus loin que ça dans le discours. Il y a un Mathieu Bock-Côté qui parle un petit peu tout seul. Puis ça, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus d'action, plus d'interaction, puis que ça soit solide des 2 côtés. Pas juste solide de Mathieu Bock-Côté, parce que je pense pas que ça aide vraiment l'évolution d'une nation, d'un pays, d'une population. On veut que les 2 clans soient forts pour qu'il y ait des arguments qui font du sens des 2 côtés, puis ce mécanisme-là fait en sorte que ça inhibe les dérapages, la polarisation. Malheureusement, on n'a pas eu ça. On a eu le contraire de ça. Donc, un clan s'est transformé en victime, l'autre clan est maintenant présenté comme un oppresseur, malheureusement. Et ça ne devrait pas être ça. On continue. Fédération d'États jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques? Alors, jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques. On laisse de côté les millions de morts, évidemment. Je ne dis pas que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est l'URSS. Ça va de soi. Je dis que certains des travers les plus inquiétants qu'on a connus en URSS se reproduisent aujourd'hui. Par exemple, la volonté d'assimiler tout désaccord avec l'époque à des propos haineux. Je vais vous donner un exemple, bien que ce pays ait quitté l'Union européenne récemment. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet que les autorités officielles disent c'est un tweet haineux. Mais la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin pour un propos qui choque les uns les autres, je trouve ça soviétique. Quand on voit, comme on le voit en France aujourd'hui,
Certains disent, bon, ils sont inquiets de l'arrivée des conservateurs, des populistes, des identitaires, appelez-les comme vous voulez, au pouvoir. Ils disent, il faut faire en sorte que si jamais ils arrivent au pouvoir, ils ne puissent pas tenir le référendum qu'ils veulent tenir, parce que le peuple est trop inquiétant. Dans leur esprit, trop souvent, le peuple, c'est une masse qui agrège des préjugés inquiétants, et dès lors, il faudrait protéger la démocratie contre le peuple. Et ça, je pourrais multiplier les exemples, je pense que la méfiance envers le peuple, la méfiance envers la démocratie, la méfiance envers la liberté d'expression, tout ça au nom d'une conception, d'une forme de progrès P majuscule, dans les faits, ça nous conduit à une forme de nouvel autoritarisme qui ne dit pas son nom. Oui, mais la liberté de parole, quand c'est des propos haineux, alors, est-ce que ça reste la liberté de parole acceptable? Je crois qu'on va voir un échange qu'on a eu il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on entend par propos haineux? Je vous pose la question. Je le constate qu'aujourd'hui, si, par exemple, je redonne mon exemple de tantôt, madame est devenue monsieur, et en tant que monsieur, il accouche. Je suis désolé, mais non, jamais un homme ne pourra accoucher. Dire cela en Europe, vous pouvez être accusé de transphobie. Si vous constatez, c'est un propos haineux, si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise avec l'immigration massive qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures, on peut vous accuser de racisme et de xénophobie. Donc le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à criminaliser, à pénaliser toute remise en question d'une forme de, vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. C'est par exemple, si je vous disais, Guilla, que je veux vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui, parce qu'il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est... Est-ce que vous réalisez à quel point c'est comme... C'est drôle et pas drôle. Mathieu Bock-Côté, comme ça, il a pris la balle au rebond, puis il a dit, tiens, propos haineux, si je lance une hache au visage, il se retourne directement à Stéphane Rousseau, ça serait-tu haineux? Pas capable de faire le lien instantanément, c'est toi, t'as déjà dit ça. Alors, Stéphane Rousseau a déjà dit ça dans une émission qui lancerait une hache au visage de Mathieu Bock-Côté. Puis il avoue là, faut vraiment pas suivre, là. Faut vraiment pas être à la même vitesse de la conversation où on est là. Donc, Mathieu Bock-Côté, il ne cesse de faire son point à toutes les phrases, à tous les deux propos, et même en improvisant, puis même en rendant les autres complices tellement que le monde est dépassé. Pour quelqu'un qui dit « Moi, je vote pour M. Bock-Côté, puis je veux qu'il démolisse le plateau », ben félicitations. Moi, je pense pas que gagner publiquement ou humilier les opposants, c'est une bonne chose. Tu peux faire un bon débat, faire tes points, c'est correct. Puis je dis pas que M. Bock-Côté est mal intentionné, je dis pas ça. Je dis que moi, ce que j'aurais aimé, c'est un plateau qui est vraiment dégourdi. J'aurais aimé un plateau qui a lu le livre. Puis si tu n'as pas lu le livre, là, j'espère que tu n'embarqueras pas dans le débat et tu vas te la fermer, malheureusement, parce que tu ne peux pas y aller. Donc, je ne pense pas que ce soit l'option. L'option, c'est, si tu es là, surtout si tu es engagé par l'émission, il faut que tu fasses tes devoirs. Tu as Mathieu Bock-Côté qui s'en vient. Es-tu capable de faire ta job? Non, mais tu as un problème. Donc, il y a un caractère qui est intimidant relié à Mathieu Bock-Côté, mais un caractère, comme à un moment donné, c'est un défi qu'il faut relever. Ça y prend un interlocuteur. Donc là, moi, je doute beaucoup que les gens sur le plateau ont fait leur devoir, qui ont lu le livre de Mathieu Bock-Côté, qui connaissent de quoi il est question. Si tu ne sais pas de quoi il est question, tu ne peux pas lui parler. Puis tout ce que tu vas avoir, c'est des arguments stéréotypés reliés à des émotions négatives, très reliés à la victimisation, puis les bons puis les méchants. Ça va toujours être comme ça. Malheureusement, les personnes qui ne sont pas capables de suivre une conversation qui est trop complexe, ils vont tendance à se replier sur de l'émotionnalité et transformer le monde en bon pied méchant, comme un film de Marvel. Tu as Thanos, puis là, tu as les Avengers. Tu as toujours deux clans, puis on est toujours contre les méchants. C'est toujours Thanos contre les Avengers. Donc, si tu n'es pas capable d'aller plus loin dans tes nuances, dans tes concepts, tu ne peux pas engager la bataille intellectuelle, tu vas toujours te replier comme victime. Tu n'auras jamais rien à dire. Puis les victimes se regroupent en elles, puis on dit, en tout cas, lui, il est méchant. C'est pas le spectacle que j'aimerais voir, c'est pas le spectacle qui est positif. On veut un débat qui est solide des deux côtés. J'aurais aimé ça que ça soit fort des deux côtés, pas seulement du côté de Mathieu. Par exemple. OK. Mais, je pardonne. Mais cela dit, moi, je ne parle pas de ça. Je parle de propos politiques. Et je constate qu'aujourd'hui... Pour faire de l'humour comme ça, là, va vite, il faut que tu sois relax sur le plan émotionnel. Donc, quand j'ai dit tantôt, probablement que Mathieu Bock-Côté a un neuroticisme qui est faible, ça, pour moi, c'est la preuve. Non seulement il a un neuroticisme qui est faible, il connaît son affaire et les choses ne sont pas personnelles.
Il vient là pour débattre, parler d'un livre, parler d'un sujet qui le tient à cœur et il maîtrise son affaire. Donc, il est détendu. Et quand tu es détendu, tu es très flexible, tu es alerte aux opportunités, puis tu es 2 fois plus fort dans tes conversations. Donc, c'est ça qui fait en sorte que là, il décolle encore plus, puis là, il vient de faire la preuve que tu as fait quelque chose dans le passé ou dans le présent. Il est capable d'être flexible puis de sortir du cadre et même faire de l'humour et de rire lui-même. Puis de dire, c'est pas grave, je le prends pas personnel, je le pardonne, il n'y a pas de problème, c'est drôle. Donc, encore là, on n'est pas pour lui dans un débat qui est émotionnellement actif. Il aime ce débat-là, mais il n'est pas en train de défendre son ego ou son image de lui-même. C'est ça qui le rend très redoutable sur le plan des arguments et sa vivacité d'esprit. On cherche à pénaliser ce qui relève globalement du conservatisme. OK. Parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace notre civilisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Il veut que des élites s'organisent une espèce de mise en minorité des Français dits de souche par des immigrés venus de l'extérieur de l'Europe. Dans votre livre, vous dites ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Ben, premièrement, Pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste? ben, premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé qu'il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés, ça va nous transformer démographiquement. Donc, je constate que le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise. J'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, ben ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, alors là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je n'utilise pas et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi. Puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Et si on ne comprend pas que le fait de devenir minoritaire chez soi, le fait de devenir étranger en son propre pays, et pourquoi? Dans notre cas, parce que le fait de parler français, ça va être un accommodement raisonnable qu'on va nous accorder dans quelques années, parce que dans les faits, nous ne serons plus la norme. Vous allez voir, à ce moment-là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Je vous cite, « L'homme occidental est devenu un zombie surmédicalisé qui demain se soumettra aux islamistes qui feront la loi dans son pays. » C'est pas ça, le grand remplacement? Non, c'est une description de ce qui se passe, par exemple, à Bruxelles aujourd'hui. C'est-à-dire, on est des sociétés quand même surmédicalisées. Je pense que c'est un élément central dont on peut se désoler. Ensuite, on a nos sociétés qui devancent quelquefois le progrès de l'islamisme, qui est un vrai problème, à ce que j'en sais. L'islamisme qui ne vient pas toujours dans sa forme terroriste. On a parlé du Bataclan il y a quelques minutes. Mais l'islamisme qui vient quelquefois avec l'imposition de normes, qui dit, par exemple, les codes de la pudeur qui viennent du monde islamique doivent s'imposer au monde occidental, que l'on juge décadent quelquefois avec l'émancipation des femmes et ainsi de suite. Mais je m'excuse, mais ça, pour moi, c'est une conquête à l'échelle de l'histoire. Et encore une fois, c'est pas la théorie conspirationniste et raciste du grand remplacement avec des traits d'union entre tous ces mots-là. Je constate simplement qu'allez vous promener aujourd'hui à Bruxelles, par exemple, allez à Londres et vous allez constater qu'en ces grandes villes, il y a quelque chose qui s'est passé. L'identité historique de la Grande-Bretagne ou de la Belgique, dans notre cas, est devenue minoritaire. Donc ça, je pense que c'est un problème. Puis pour ce qui est de l'islamisme, si vous ne voyez pas que dans nos sociétés, au nom, par exemple, c'est un bon exemple, au nom de la lutte contre la haine, eh bien, on a vu aujourd'hui que certains nous disent un instant, critiquer les religions, critiquer l'islam, c'est de l'islamophobie. L'islamophobie, ça doit être interdit. Je ne suis pas de ceux qui veulent interdire la critique des religions. Avez-vous peur de disparaître? Les Québécois? Oui. Vous connaissez probablement le très beau documentaire qu'a fait Lise Payette à la fin des années 80. Le titre, c'était « Disparaître ». Qu'est-ce qu'elle disait là-dedans? C'est que les Québécois, si la tendance se maintient, vont devenir minoritaires chez eux. Lise Payette, à ce que j'en sais, qui n'était pas une idéologue d'extrême droite. Non, mais c'est facile à dire, ça. C'est-à-dire, elle a raison, on le sait depuis longtemps. OK. Vous n'avez pas peur de disparaître comme Québécois, Guilla? Ben oui, mais pas nécessairement à cause de l'immigration, parce que nous sommes de moins en moins nombreux dans un continent où il y a de plus en plus d'anglophones. Okay. Je vais vous raconter une histoire, ça s'appelle le 30 octobre 1995. Les Québécois francophones, le groupe historiquement interpellé par la question nationale au Québec, votent oui à 61 %. Oui. L'indépendance ne se fait pas là pour les raisons que l'on sait. Oui. Aujourd'hui... que l'on sait. Oui. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'avenir de l'indépendance du Québec, l'argument principalement utilisé souvent pour des gens qui seraient plutôt sympathiques, mais ils disent « ça se fera pas ». J'y serais favorable, mais vu le changement démographique au Québec, ce n'est plus possible. Vu et sachant que l'immigration massive est le principal élément d'explication
de l'anglicisation de Montréal, de Laval et ainsi de suite. Donc, je ne dis pas l'immigration, c'est le seul facteur. Je dis que l'immigration massive, aujourd'hui, au Québec, s'anglicise. Mais... Et c'est normal, c'est normal. Les populations qui viennent d'ailleurs arrivent d'abord en Amérique du Nord. Dans leur tête, le Canada est une forme d'État américain. Ils arrivent au Canada. Au Canada, il y a 2 langues officielles. Et Ottawa nous explique qu'au Québec, le français est optionnel. Et quand vous fonctionnez à Montréal, à Laval, dans 15 ans, sur les 2-4-5-0, le français deviendra optionnel. Voulez-vous me dire, dans ce contexte-là, comment on peut réussir l'intégration? Donc, pour vous, il y a le nous et eux? Ben, est-ce que pour vous, les Américains, c'est des eux? Est-ce que quoi? Est-ce que vous allez les États-Unis, pour vous, c'est eux? Ben oui. Ben, oui. Donc, il y a toujours un eux quelque part. Oui. Il y a au Québec un nous, qui est une majorité historique francophone, à laquelle se sont agrégés des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, mais du c'est Chili, correct. bien sûr, du Chili, de la Kabylie, Ouais. de partout. Ensuite, le fait est que cette majorité n'a pas une capacité d'intégration infinie. Et le jour où, au Québec, ça va être majoritairement anglophone plutôt que francophone, et ça, si je peux me permettre, c'est pas dans le 5e millénaire. C'est plutôt bientôt. Ouais. À ce moment-là, le Québec ne sera plus le Québec. Je ne me résous pas à l'idée de devoir vivre en étranger dans mon propre pays. Donc, nous allons nous faire louisianiser? Pour reprendre la formule de François Legault, qui est une formule assez populaire dans les années 70. Vous savez, la louisianisation, l'acadianisation. On est aux 2 tiers de l'entrevue. OK, juste vous dire qu'il n'y a eu aucune intervention des autres personnes sur le contenu, là. Guilla fait du mieux possible là, avec ses questions, mais il n'y a eu aucune autre intervention. On est toujours dans un fou roulant de Mathieu Bock-Côté. On disait ça dans les années 70-80. Aujourd'hui, je pense qu'on a il y a une tendance qui nous pousse vers sauf si on a un sursaut. Et le sursaut, d'un point de vue québécois, ailleurs c'est autre chose, mais c'est l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, si le Québec, dans les prochaines années, ne se réveille pas et ne fait pas le choix de l'indépendance du Québec, nous allons devenir d'abord un gros Nouveau-Brunswick, et peu à peu, on va avoir la chanson Mommy Daddy que vous connaissez, la chanson Mommy Daddy qui est bouleversante. J'ai l'impression que c'est notre avenir si on ne se reprend pas en main. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. OK, bon, alors une première question. OK, ça fait 10 minutes qu'on attend ça. Une première question, 12 minutes. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas intéressés à cette notion identitaire-là? On va voir comment ça se passe. Par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit qu'il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Ça, je veux savoir s'il était identitaire. OK. C'est là qu'il faut que, je dirais, la force de l'argument et la personnalité et ta préparation va parler. Là, Jean-Sébastien, il lance quelque chose, puis ça y revient immédiatement d'en face. Puis Mathieu Bock-Côté, il se sauve pas. Il fait comme, tu veux parler de ça? On va parler de ça. Tu lui reposes une question. Gros silence, on ne sait pas. Guilla Lepage, whoops, vient à la rescousse. C'est comme, non. Pourquoi pas laisser la balle à Jean-Sébastien? Il doit y aller. Il doit répondre à ça. Donc, c'est ça le jeu. Et Mathieu, il fait comme, non, Guy, je veux entendre sa réponse. Donc, il reprend le lead pour créer la structure des réponses, pour alimenter le débat, justement. Ou non, René Lévesque? Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi, je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40... À deux reprises, Guilla Lepage, il vient à la rescousse l'un de l'autre. Donc, ça démolit le sens de l'argumentation. Je pense pas que Jean-Sébastien Girard s'en serait bien tiré, anyways. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est si vraiment il faut aller débattre de quelque chose, tu dois assumer ta parole jusqu'au bout, puis il faut que tu tiennes ton bout. Ça te prend un propos quand tu fais une intervention. Là, ça a duré une demi-seconde. Ils sont revirés 2 pour essayer de changer le sujet. Donc, on peut pas être fier de dire « Ah oui, il y a eu une bonne interaction, une bonne réponse. » Ça s'est tout défait entre 2 interactions qui se sont venues se sauver l'un l'autre. 30 ans après lui. Vous pensez que ça va mieux aujourd'hui, vraiment, à ce point-là? Non, c'est que la démographie au Québec a changé. Oui. Alors, les gens qui habitent ici, qui sont des Québécois, de souche ou non, qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui travaillent ici, ils représentent ce nouveau Québec ou ce nouveau Canada. Ce ne sont pas les eux qui sont ici maintenant. Et d'ailleurs, qui me suit, on en a... Américains. Vous faites la comparaison avec les Américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y a un nous et un eux, ça structure l'histoire. Il y a toujours un nous et un eux quelque part. Par exemple, moi, mon eux, c'est le Canada anglais. C'est peut-être même le cas pour vous. Le Canada anglais, on a la même citoyenneté, on a le même papier, le même passeport, mais pour moi, le Canada anglais, c'est un eux respectable. Tout comme l'Espagne, c'est un eux respectable. Les États-Unis, c'est un eux respectable. Faites la liste.
Mais le fait est que le cœur du nous québécois, la raison pour laquelle le Québec n'est pas une province canadienne comme les autres, c'est qu'il y a ici un fait francophone inscrit dans 4 siècles d'histoire. Si vous balayez ça, si les Québécois francophones ne deviennent qu'une communauté parmi d'autres dans le Québec pluriel trudeauisé, mais je vous rassure, vous n'existerez une. Alors, même Jean-Sébastien Girard, qui a fait son intervention, il n'a pas le choix de d'hocher la tête parce qu'on est quand même dans des arguments de base. Et l'affaire, c'est que même si tu as des bons arguments, si tu n'y crois pas en tes arguments parce que tu les maîtrises pas, puis ils sont pas assez fignolés, puis tu les as pas assez mâchés, tu pourras pas les sortir quand c'est le temps, puis tu pourras pas les ressortir avec la bonne affirmation et la bonne fermeté. Mathieu Bock-Côté, il revient avec des arguments de base, c'est-à-dire un eux puis un nous. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a différents territoires, différentes personnes, différents regroupements. Ça existe. Donc, il remet à la base quelque chose, un fait de base. Mais comme on est dans des faits de base, automatiquement, tout l'argumentaire ou les interventions ou l'intervention de Jean-Sébastien, ça peut même pas tenir une seconde, ni du côté de Guy Lepage, ni du côté de Jean-Sébastien. Encore là, on est dans, selon moi, un manque de préparation d'enjeux de fond. Si tu veux aller encore une fois contre Mathieu Bock-Côté puis aller débattre de ça, il faut vraiment que tu sois équipé pour, sur le plan de la préparation, des connaissances puis de la vivacité d'esprit pour t'embarquer dans ça. Et c'est pas pour tout le monde. Une élection comme celle-là ne sera plus possible dans 15 ans parce qu'elle n'aura plus de public. Mais qui a parlé de balayer ça? Qui veut balayer ça? Ben, vous êtes au courant qu'il y a un gouvernement à Ottawa, c'est un régime fédéral, qui considère globalement que la différence québécoise est une forme de différence résiduelle embêtante. Oui, Je me trompe pas. Mais on n'est pas obligé d'accepter cet énoncé. Mathieu. Non, mais je constate, parce que je ne l'accepte pas, je suis indépendantiste. Parce que je suis indépendantiste, je cherche à faire en sorte qu'on réussisse à construire autour de 2027, 28, 29, le prochain camp du oui, qui sera capable de rassembler les gens. Vous savez, en 95, il y avait dans le camp du oui Françoise David et Éric Duhem. Le prochain camp du oui, il va falloir que Mme Gazal s'en vienne, je crois, Ruba Gazal, et, si possible, Éric Duhem, et Maxime Bernier, et Guy Lepage, et Jeff Fillion. Tous ces gens-là ont vocation à se rassembler dans le camp du oui. Si on n'est pas capable... Un pays qui veut faire son indépendance, ça rassemble des gens qui pensent rien en commun, sauf sur un point central, mettre chez nous. Mathieu? Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Mais s'il y a nous et il y a eux, il n'y en aura pas d'indépendance parce qu'il faut la faire avec eux. Bien sûr, non mais Ben oui. je tends la main. Vous Avec connaissez la eux et belle nous. formule de Parizeau, hein? C'est-à-dire que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ça, j'y crois fondamentalement. Mathieu. Ensuite, je constate une chose, si vous me permettez, Ouais. que dans ce nous, à un moment donné, il faut vouloir le rejoindre. Et le point de départ, c'est la langue française. Est-ce que vous constatez comme moi qu'aujourd'hui... Alors, tu sais, c'est des arguments qui tiennent pas fort, ça. Oui, mais le nous, eux et nous, il faut le faire ensemble. C'est extrêmement théorique et flou. Et c'est comme ça se défait en 2 phrases. Donc, encore une fois, c'est des tentatives d'essayer de redresser la question, mais il n'y a pas de propos de fond. Il n'y a pas de matière dans les interventions. Donc, ça, à chaque fois, Mathieu, il reprend le fil, il revient avec des explications qui sont extrêmement de base. Ce n'est pas complexe, là, ce qu'il dit sur le fond. Mais il faut quand même que tu aies ces éléments-là sous la main. La capacité d'attraction du français est moins grande au Québec qu'elle l'était autrefois. Je considère que nous avons fait une mauvaise job pour convaincre les nouveaux arrivants de parler Ah, français. ben ça, je connais ça par... Vous savez, aux États-Unis, ils n'ont pas à convaincre les gens d'apprendre l'anglais. Puis en Italie, ils n'ont pas à convaincre les gens de parler italien. Ça s'impose de soi. Puis à Ottawa, cela dit, ils C'est convainquent... pas vrai, aux États-Unis, il y a plein de gens qui parlent espagnol et qui ne parlent pas anglais. Bien sûr, mais ensuite... il y a Et une qui ne partie- parle qu'espagnol. hein. Mais Oui, si oui. vous voulez avoir... si je peux me permettre, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a une crise identitaire aux États-Unis aussi. Mais globalement, si vous voulez progresser dans la société aux États-Unis, l'anglais est nécessaire. Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, rappelez-vous, Oui. a dit qu'une des plus grandes qualités de Montréal, c'est que c'était pas nécessaire de parler français pour s'y épanouir et y réussir. Je constate qu'il avait raison factuellement et moralement, ça me bousille le cœur. Mathieu. Aussi. L'écrivaine Kim Thuy, qui est arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugiée, a déploré le discours sur l'immigration qui a changé au Québec, selon elle. Manon. Et quand on nous dit, oui, vous avez peur des immigrants, puis on vous le répète tout le temps, puis c'est eux les problèmes, ou c'est eux la cause de tous vos problèmes, bien, on finit par le croire. Dans votre chronique du Journal de Montréal, vous lui avez répondu que le Québec ne méritait pas son petit crachat. Oui. Kim Thuy, c'est une immigrante qui est bien implantée dans son pays d'adoption depuis des décennies. Est-ce qu'elle a le droit d'être critique envers son pays? Mais bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui m'avait désolé dans cette critique, dans cette intervention, pardonnez-moi, c'est qu'elle avait dit « Je pense m'exiler ailleurs dans une terre plus hospitalière ». Et là, j'ai juste fait le tour. J'ai dit « Bon, on va regarder ». Aux États-Unis avec Trump, probablement pas. En Grande-Bretagne, il y a eu une marche immense contre l'immigration massive, je suppose que non.
En Italie, où le gouvernement s'est engagé sur une politique migratoire stricte, probablement pas. Donc, je disais que critiquer le Québec, évidemment, je passe mon temps à critiquer nos travers, mais dire j'ai envie de quitter ce pays parce que finalement, il n'est plus à la hauteur de mes idéaux, je trouvais que c'est un crachat inutile. J'ai tout le respect du monde pour Kim Thuy. C'est une écrivaine remarquable, mais sur cette question-là, dire je vais jouer à l'exil, mais pour aller où exactement? Moi, personnellement, j'ai pas de pays de rechange. Hein. Je travaille en France parce que c'est un immense bonheur pour moi d'y être, mais mon pays, j'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. OK. En terminant, dernière question. On écoute parler Paul Saint-Pierre Plamondon de ce temps-ci. Son discours, mon Dieu, s'est rapproché un peu du vôtre. Est-ce que vous entretenez des liens avec le Parti québécois? Est-ce que vous le conseillez? Non. Ça, je me suis toujours interdit de conseiller les hommes politiques pour une raison simple. Soit on est éditorialiste, soit on est conseiller. Donc, je ne mélange pas les rôles. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a pas besoin de moi pour réfléchir, soit dit en passant, je pense que c'est le chef le plus impressionnant que le Parti québécois a eu depuis Jacques Parizeau. On peut lui reprocher bien des choses, mais il est d'une qualité intellectuelle tout à fait remarquable. J'ai des désaccords à la tonne avec lui, mais c'est la première fois depuis un bon moment qu'on a un leader indépendantiste qui dit on fixe une orientation, une direction, on rassemble des gens de différentes tendances, on se donne un objectif, on ne s'excuse pas d'être indépendantiste, on ne s'excuse pas d'être nationaliste, donc il n'a nul besoin de se faire conseiller par moi ou par d'autres, je pense, et ce qu'il dit aujourd'hui, je pense que ça peut nous conduire à la victoire avant 2030. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. L'essai Les deux Occidents est en librairie. Vous serez au Salon du livre de Montréal. Alors, pour terminer, la chose à apprendre, selon moi, là-dedans, c'est que je veux revenir sur le fait qu'un débat, ça sert à aller plus loin dans une question. Il y a toujours la tentation de gagner sur l'autre. Puis gagner peut avoir l'air de humilier l'autre ou de boucher l'autre complètement. Je pense pas que ce soit ça qu'on veut. Pensez à un couple, OK? N'importe quelle relation humaine. Pensez dans un couple. Imaginez une thérapie de couple où vous voulez aider un couple à se remettre ensemble ou raviver la flamme du couple ou réparer une relation qui est blessée. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'un gagne sur l'autre? Non, c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas qu'une personne ait raison, peu importe sa capacité argumentaire ou non, puis que l'autre s'écrase. Parce que ceci n'est pas un gage de relation, c'est pas un gage d'aller plus loin. Ce que tu veux, c'est les deux personnes du couple soient forts, puis qu'il y ait des visions différentes, complémentaires. Puis des fois, sur certaines questions, il y en a un qui a plus raison que l'autre. Puis ça, c'est correct. Mais tu veux pas qu'un gagne et l'autre soit complètement écrasé. Parce que la personne qui va être écrasée, elle va trouver d'autres chemins de type passif-agressif pour envenimer la relation, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut ni une personne qui prend toute la place, puis on veut pas une personne qui s'efface au complet. Moi, ce que j'aurais aimé voir dans une émission comme ça, c'est que les deux sont forts. T'as super, t'as Mathieu Bock-Côté qui fait son Mathieu Bock-Côté, super, mais d'autres personnes qui, intellectuellement, qui ont les connaissances, l'habileté, l'extraversion, la structure, pour amener des points qui amènent les questions plus loin. Et c'est pas ça qu'on a vu, malheureusement. Donc, j'aurais aimé ça. Peu importe les orientations politiques, je pense pas que ce soit ça la question. Je pense que c'est un piège de dire, moi, je suis à droite, moi, je suis à gauche, moi, ceci. Je pense que c'est un gros piège. Je pense que de toute façon, il va y avoir de la droite et de la gauche. Ça a toujours été comme ça. Les humains fonctionnent comme ça. Et ce qui empêche, ce qui inhibe les dérapages relationnels, émotionnels, intellectuels, politiques, c'est qu'on travaille à garder une certaine zone de tension dans les dialogues qui sont difficiles. Mais pour ça, il faut y être. Il faut être dans le feu de l'action de ces discussions-là. Ça ne peut pas être un qui domine l'autre complètement, puis après ça, on va se revirer de bord, puis après ça, caché chez nous, on va entretenir de la haine les uns comme les autres. C'est pas comme ça que les relations humaines fonctionnent. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire, Guillaume, la politique, c'est pas de la psychologie. Je suis en total désaccord. Les principes psychologiques s'appliquent entre deux personnes, s'appliquent entre deux petits groupes et s'appliquent entre deux grands groupes. Oui, il y a plus de gens, oui, les défis sont plus grands, mais les mécanismes sont les mêmes. Donc, vous pouvez appeler ça de la sociologie, de la politique, comme ce que vous voulez. À la base, c'est des cerveaux. Donc, si on ne comprend pas la psychologie à la base de l'interaction humaine, bien, je pense qu'on est dans le champ. Et donc, moi, j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus la promotion de débats. Il y a des cultures qui le font plus, OK? Il y a des pays qui le font plus. Au Québec, vraiment pas. Au Québec, on n'est vraiment pas bon dans les débats. On est très allergique aux émotions négatives. On est extrêmement agréable. On a peur de déplaire. On a peur du rejet. Ce qui fait en sorte que ça inhibe notre capacité à débattre, d'endurer des désaccords et la tentation de trouver notre rôle comme victime pour essayer de condamner
les personnes qui sont plus dégourdies au niveau verbal, ben, c'est toujours une tentation et ce n'est pas une bonne chose. Le but, c'est d'aller dans un territoire le plus intellectuel possible pour aller approfondir des questions qui sont complexes. Parmi ces questions-là, il y en a plusieurs qui ont été discutées pendant cette émission-là, mais il y en a plein de questions complexes et ça va prendre tout ce qu'on a sur le plan relationnel, émotionnel et ultimement politique. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner un son de cloche un petit peu différent. Puis j'espère que par cette vidéo-là, on va pouvoir mettre un accent puis un emphase sur le besoin évident d'être ferré en dialogue complexe, être ferré en débat et de maîtriser sa matière plutôt que se replier sur des émotions négatives. À bientôt tout le monde.